Ok, on y va. On fait donc le shiur Leilou Nishmat Ovadia Ben Merav, ainsi aussi pour l'élévation de l'âme de Machlouf Ben Frecha. Shakol Borou Yale Nishmatam Ma'ala Ma'ala Amen Kani Ratson. Kol Borou aussi puisse guérir aussi Bezat Hashem Kol Cholermo Israël Amen Kani Ratson. On va parler de la vie de Rashi. Parler de la vie de Rashi, c'est quelque chose qui est assez compliqué. D'abord parce qu'il faut aller arriver à revenir sur beaucoup de choses. On va commencer avec deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de son papa, Rav Yitzhak. Okay, le premier pirouge de Rashi, d'ailleurs, il parle de son père dedans, le premier commentaire de Rashi. Et Rashi, il y a tellement de choses à dire. Donc je vais vous donner deux histoires que peut-être sûrement même vous connaissez. Souvent, c'est celles qu'on cite les plus. Que son père, qui s'appelait Yitzhak, un jour, il vivait avec son épouse de manière très modeste. Et voilà que son père, un jour, est tombé sur une pierre, ok, et il va s'avérer que cette pierre-là n'était rien d'autre qu'une pierre précieuse. Lorsqu'il va la soulever, il va s'apercevoir que cette pierre-là, quand il va essayer de demander à des amis qui s'y connaissent un petit peu dans les diamants, ils vont lui dire que ici, c'est pas le bon endroit à Troyes pour essayer de pouvoir l'échanger. Il faut vraiment aller voir des professionnels. Et le bruit va aller de maison en maison, de quartier en quartier, jusqu'à que le roi va entendre qu'un des hommes de la communauté juive dispose d'une pierre particulièrement belle, imposante et importante. Alors le roi a demandé à l'acheter pour la mettre sur la couronne dont il disposait lorsqu'il faisait le culte de l'idolâtrie à l'époque qu'il faisait. Alors qu'est-ce que va faire le père de Rashi à ce moment-là ? Il va refuser, il va dire vous êtes gentil, mais si c'est pour ça, je préfère ne pas la vendre. Alors, ils vont lui dire non mais je crois que tu n'as pas compris, je crois que tu n'as pas vraiment le choix en fait. Il faut absolument que tu amènes cette pierre chez le roi. Et donc il fait mine de partir avec eux, il va en bateau. Ok, c'est à ce moment-là qu'à un moment donné, les serviteurs vont lui dire mais elle est comment cette pierre ? Il va leur dire vous voulez la voir, approchez-vous. Et il va ouvrir le sachet dans lequel la pierre se trouvait. Et par mégarde, hasard, vous avez compris, ok, c'est une façon un peu cynique de le dire, il a fait tomber la pierre à l'eau. D'accord ? À l'eau. Exactement. Et tout simplement, l'histoire raconte comme quoi le soir même, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il va avoir le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va venir le voir en rêve et va lui dire comme tu as pris ce diamant, cette pierre précieuse, et que tu as été mévater, c'est-à-dire que tu as préféré perdre tout ce qu'elle valait uniquement pour ne pas avoir à transgresser l'interdiction de l'idolâtrie. Ainsi, moi, ce que je ferai, c'est que je te rembourserai. Dieu va te donner une pierre qui, à elle, illuminera le monde tout entier de maintenant et pendant des générations et des générations. Et l'année d'après, Rashi naissait dans la famille Yitzhaki. D'accord ? Certains racontent aussi cette fameuse histoire, une histoire qui s'est passée avec la maman de Rashi. Okay, c'est une histoire qui est très connue. La maman de Rashi, quand elle était enceinte, à un moment donné, dit-on qu'elle marchait dans les rues de Worms. Okay, c'est une ville qui est située en Allemagne. Et c'était une toute petite ruelle dans laquelle, à l'époque, les grands cavaliers, quand ils rentraient dans cette ruelle, ils venaient avec 3-4 chevaux, ils prenaient littéralement toute la largeur de la rue. Et elle, maintenant, se retrouve en face de ces cavaliers. Et quand ils voient qu'il y a une femme juive, malgré qu'elle soit enceinte ou pas, ils se sont dit, celle-là, on s'en fiche, on ne va pas s'arrêter pour elle. Elle va prier à Dieu, elle va lever ses yeux, elle dit, tu nous as promis, Hachem, de nous donner un enfant. S'il te plaît, sauve-moi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Elle s'est collée au mur. Le mur, dit-on, qui s'est complètement enfoncé à l'intérieur, dans lequel elle a pu se mettre dedans. Ce miracle, il est d'ailleurs extraordinaire parce que jusqu'aujourd'hui, à Worms, dans la ville de Worms, en Allemagne, vous avez ce fameux mur. Wow. Vous pouvez aller regarder sur Google aussi. Vous avez le mur de la maman de Rashi, qui est encore, donc ça a été, pour vous dire, pendant des siècles et des siècles. Rashi, ça fait combien de temps ? Ça fait plus de 1000 ans. Vous imaginez un petit peu ? Ça fait plus de 1000 ans que cette histoire, elle est racontée. Après, d'où elle vient, quelle en est sa source, est-ce que les détails sont exactement comme je vous les ai dit ou pas ? Je ne suis pas si sûr, parce que je les ai entendus des fois de plusieurs façons. Mais ça laisse dire une chose, c'est que le personnage est assez grand pour pouvoir y révéler, on va dire, des histoires, en tout cas de ce genre de marque, en tout cas,
qui nous laisse dire comme quoi Rachi était un homme qui était très très grand. En fait, on ne connaît pas énormément sur la vie littéralement de Rachi. Parce que ce qu'on se connaît de Rachi, c'est simplement ses écrits à lui. On ne connaît pas le personnage, on connaît ce qu'il a fait. On connaît son œuvre essentiellement. On connaît très peu du personnage lui-même. D'abord parce que c'est exactement, énormément. On ne fait que parler de Rachi à chaque fois. Et on va essayer de revenir justement sur sa vie un petit peu. On sait uniquement que son père s'appelait justement Yitzhak, mais on ne savait pas, on le sait d'où, on le sait de ses écrits, on ne sait ni comment s'appelait sa femme, on ne sait même pas comment s'appelait sa maman non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous ces détails-là sont complètement insignifiants. Pourquoi? Parce que quelque part, tout ce qu'on connaît de Rachi, c'est son œuvre qui a, on va dire, traversé le temps, les générations. Autant vous dire que quand on parle d'un commentaire en général dans la Torah, c'est Rachi. Le commentaire, et vous allez voir que quand je dis le commentaire, c'est beaucoup plus puissant que le dire de cette façon-là. D'abord, on va aller par le début. Au début, il naît Rachi. En quelle année exactement au Moyen-Âge? C'était en 1040, exactement. Il naît donc en l'année 1040. Entre parenthèses, c'est exactement la même année que son maître, de là où il va étudier énormément de Torah, meurt aussi. C'est-à-dire, il naît l'année où son maître meurt. On a déjà vu ça énormément dans la Gemara, notamment, par exemple, on a vu ça entre Rabbi Yehuda Hanassi et Rav. On a déjà vu ça avec Rabbi Akiva et Rébi. C'est-à-dire que le jour où Rabbi Akiva est mort, il y a eu Rébi qui est né. Le jour où Rabbi est mort, il y a eu Rav qui est né. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'une lumière s'en va, et à ce moment-là, une lumière arrive de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, Rachi, dit-on aussi que le jour de sa naissance, en tout cas l'année de sa naissance, c'est sûr, eh bien c'est exactement la même année où est mort le grand Rabbeinu Gershom Meor HaGola. On l'appelait la lumière de l'exil, Meor HaGola. Vous savez, toutes les takanot, c'est-à-dire tous les grands décrets qui ont été institués dans la halakha. Une que vous connaissez tous, que les hommes adorent, c'est le fait de, plutôt les femmes qui adorent surtout, c'est de dire que le fait qu'on n'ait pas le droit de se marier avec plusieurs femmes. La polygamie a été interdite, même si elle a été tolérée, pour certains en tout cas, chez les Ashkenazim. Takanat Rabbeinu Gershom, c'était de l'interdire au moins pour 1000 ans d'ailleurs. Après, ça a été quelque chose d'être disputé, voire discuté. Mais quoi qu'il en soit, Rabbeinu Gershom, il a fait une takana, donc c'était un rave qui avait une force au-delà même de toutes les générations qui allaient le surpasser. Et ça, c'était Rabbeinu Gershom Meor HaGola. Rabbeinu Gershom Meor HaGola, il était situé dans la ville de, si je ne me trompe pas, dans la ville de Mayence, dans Magens, si vous voulez, en Allemagne. C'est une autre ville qui se situe donc en Allemagne, dans laquelle là-bas il y avait une très très grande, peut-être même j'ai envie de dire la plus grande densité juive de cette époque-là. Elle se retrouvait en Europe de l'Est. Les gens pensent que l'Europe de l'Est, c'est une histoire qui est arrivée après 1492, après l'Inquisition d'Espagne, où les Juifs étaient jetés au bûcher, et que de là sont partis les Ashkenazim. C'est complètement faux. C'est des racontards, tout ça. On est bien d'accord, parce que énormément déjà de rabbins, étaient arrivés avant d'Ashkenaz, justement vers en Espagne. C'est notamment la grande histoire du fameux Rosh Rabbeinu Asher, qui lui, à cause de certains décrets, avait dû fuir l'Europe de l'Est pour aller ensuite vers l'Espagne. Donc c'est sûr et certain qu'il y avait énormément de Juifs en Allemagne, déjà depuis cette époque-là. Donc la présence juive de l'Allemagne, elle remonte à des siècles, voire des millénaires. Autant vous le dire. Quoi qu'il en soit, lorsque Rachi atteint l'âge de ses 18 ans, on sait qu'il part pour aller à la yeshiva. Quelle yeshiva il décide d'aller? Ils habitaient à Troyes, dans la ville qui est située aujourd'hui en Champagne, on appelle ça le côté de la France Champagne. Et là, Rachi de là-bas, il va partir pour aller dans la ville de Magenza, Mayence, comment on le dit aujourd'hui, c'est Mayence. En Allemagne, et c'est là-bas où il y avait toute la grande densité de la yeshiva du fameux Rabbeinu Gershom Meor HaGola. Rachi d'ailleurs rappelle souvent les écrits de son maître que lui-même avait étudié dans les écrits du maître. Et à cette époque-là, il découvre un talmide, un des élèves du Rabbeinu Gershom Meor HaGola, qui était
un homme très très connu pour son acuité d'esprit et surtout pour ses midotes, c'était le Rabbeinu Yaakov ben Yakar, d'accord? Rabbeinu Yaakov ben Yakar, qui était justement le plus grand disciple du Rabbeinu Gershom Meor Hagolah. Et lui, il va prendre sous son aile, à l'époque, Rashi, ce petit jeune homme, où il avait vu chez lui déjà quelque chose de spécial, et il s'installe et il commence à étudier. Ils vont étudier en fait, en tout et pour tout, 6 ans, tout simplement, jusqu'à la mort de ce Rav-là. Rabbeinu Yaakov ben Yakar, 6 ans plus tard, il meurt, et voilà que Rashi dit lui-même, Rashi, si vous voulez, puisque lui, il est né, Rabbeinu Yaakov ben Yakar, en 990, il est mort en 1064, en tout cas d'après ce que j'ai vu de mes fiches, et seulement voilà que Rashi se retrouve dans une situation très particulière lorsqu'il est en Allemagne. Donc vous faites 18 plus 6, ça fait combien exactement? Il avait 24 ans. Il avait 24 ans. Donc quand il a 24 ans maintenant, il ne sait pas exactement quoi faire. Il se retrouve avec un autre rabbin qui à l'époque s'appelait Rabbeinu Yitzhak ben Yehuda, qui lui aussi était un élève de Rabbeinu Gershom Meor Hagolah, mais dont il dit comme quoi sa figure spirituelle n'est pas la même. Il dit c'est pas exactement la même chose. Et voilà qu'à ce moment-là, il ne sait pas exactement encore quoi faire. Il hésite de repartir en France. Pourquoi il hésite de repartir en France? Parce qu'il ne sait pas, et il fait cas d'ailleurs d'une question. Ça prouve un peu l'humilité et l'extraordinaire personnage qu'était Rashi. Il reçoit des questions parfois, on le connaît maintenant pour un homme qui est très chacham, il reçoit des questions de certaines personnes et il dit, écoutez, vous me posez des questions que je ne connais pas. Et il a dit, vous savez pourquoi je ne connais pas? Parce que malheureusement, j'ai tellement pas les moyens que je n'ai pas pu étudier assez de Torah. Et je suis obligé d'aller travailler et je n'ai pas de temps pour pouvoir m'instruire convenablement et de vous répondre. Donc je ne pourrai pas vous répondre à votre question. Et voilà qu'à ce moment-là, Rashi, quand il hésite, il entend qu'une autre yeshiva va ouvrir dans la ville de Worms. Okay, c'est là où il y avait la grande communauté ashkénaze, à part celle de Mayence. Et là-bas, un autre rabbin avait ouvert une yeshiva qui s'appelle Rabbi Yitzhak Halevi. Okay, Rabbi Yitzhak Halevi, là-bas, il ouvre une nouvelle yeshiva qui prend une forme très piquante, très acide. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme ce qu'il avait avec Rabbeinu Yaakov ben Yakar, c'est-à-dire qui était tout sur la source du Talmud, sur la source de la Torah, des Mishnayot, et ainsi de suite. Là-bas, il passe dans une yeshiva où les élèves se disputent avec le Rav. Comme ça lui-même il raconte, hein, c'est Rashi qui raconte tout ça. Là-bas, c'est une yeshiva où on développe les idées, où on approfondit, on analyse, on attaque même le rabbin quelque part. Bon, ça vous avez l'habitude, mais on débat avec lui et pour faire y naître parfois des idées nouvelles. Et ça, c'est quelque chose que Rashi n'a pas l'habitude à l'époque. Et il va énormément parler de l'acuité de Rabbi Yitzhak Halevi, qui était un homme d'une acidité de la pensée qui était extraordinaire. Et il va par contre voir chez lui une chose, une mida, c'est le Hémet. En clair, au bout de quelques années seulement, après même seulement 3 ans, dit-on, il est forcé maintenant de repartir. Donc quel âge il a à ce moment-là, Rashi? Il est à peine âgé de 26-27 ans. Okay, donc autant vous dire que c'est un petit jeune homme encore, il est marié, okay, et voilà que maintenant il n'a pas assez d'argent pour nourrir ses enfants convenablement. J'ai pas le choix, je suis obligé de repartir à la maison. Il repart à 3 avec sa femme et ses enfants. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il va devoir s'installer. Et lorsqu'il s'installe là-bas, juste, je rappelle aussi que Rashi n'a eu que des filles. Il n'a pas eu de garçons. D'accord? Il a eu Yocheved, Myriam et Rachel étant la troisième. Yocheved, Myriam et Rachel. D'après certains, dit-on qu'elle a eu son épouse aussi une 4e fille, okay, mais qui serait apparemment décédée très jeune, mais encore une fois, c'est pas très sourcé ce que je viens de vous dire. Mais quoi qu'il en soit, Yocheved, Myriam et Rachel sont des filles exceptionnelles. Jusqu'à que vont sortir même des rumeurs jusqu'aujourd'hui, comme quoi les filles de Rashi, c'est celles qui mettaient justement les téphilines. Okay, alors attention, il n'y a aucune source à ça. Rashi n'en parle pas. C'est-à-dire Rashi n'a jamais dit sur ses propres filles comme quoi elle mettait les téphilines. Tout ça, c'est des rumeurs quelque part qui se disaient. Il y a ça effectivement sur Michal Bat Shaoul, okay, on raconte comme quoi la femme de David Ameler, elle mettait les téphilines. Okay, ce qui n'est pas du tout un sujet qui est évident, mais quoi qu'il en soit, ça prouve en tout cas la piété de ces grandes femmes. En tout cas, Yocheved, Myriam et Rachel, j'ai envie de vous dire, c'est les 3 matriarches qui vont former à elles toute l'époque des rabbanim de France qui arriveront durant les centaines et les centaines d'années ensuite en France. Comme on le sait, toute l'époque du Moyen-Âge, elle sera baignée essentiellement grâce
il va avoir une sorte de renaissance de Torah grâce aux rabbins qui vont descendre en France. On va parler juste après cela. Mais d'où viennent tous ces rabbins-là? Essentiellement ceux qu'on appelle d'ailleurs la période des Tosafistes, okay, les Baalei Tosfot, comme par exemple Rabbeinu Tam, le Rashbam, le Ri Hazaken, et encore d'autres et d'autres qui sont marqués à chaque fois dans les Tosfot, ne sont seulement uniquement les enfants, voire les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de Rashi. Wow. Tout cela, c'était ce qu'on appelait les Baalei Tosfot. Et ça, c'est extraordinaire à rappeler quand même, parce que quelque part, Rashi, il arrive donc à Troyes avec une sorte de puissance, avec un bagage qui est exceptionnel. Il prend de son maître, le premier, Rabbeinu Yaakov ben Yakar, l'humilité de l'être, et de Rabbeinu Yitzhak Halevi, il prend de lui le Emet. Ça a l'air contradictoire comme ça, mais ça va exactement avec le personnage dont je vais vous parler maintenant. Rashi, lorsqu'il arrive donc maintenant dans la communauté de Troyes, ni une ni deux, il s'installe, il s'immisce et il juge. C'est-à-dire qu'il arrive, il casse les barrières. Okay, c'est un Français, c'est un révolutionnaire. Il n'est pas d'accord qu'on lui impose une façon, une conduite, quand il voit que cette conduite-là, elle n'est pas d'après le émet des choses. Okay, et s'il pense qu'il y a un minag, qui est un peu une sorte de minag taout, pour lui, il est prêt à aller contre ses rabbins. C'est comme ça d'ailleurs que Rashi se fait connaître. La puissance de Rashi, comment Rashi va être médiatisé à l'époque, comment il va être reconnu et réputé, c'est qu'il ira s'opposer à ses propres maîtres, qui étaient à l'époque le Rabbeinu Yitzhak Halevi, le Rabbeinu Yaakov ben Yakar, et tous les décisionnaires qui l'ont déjà passé en disant « Moi, je m'oppose à mes maîtres, à ce qu'ils ont dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. » Beaucoup de fois, Rashi va venir et va dire « Cette coutume-là, elle est littéralement erronée. » Alors, j'ai pris juste un exemple d'un document dans lequel, où effectivement, il y avait un des grands minagim qui s'est fait connaître Rashi, et il a demandé à ce qu'on efface littéralement ce minag-là. C'est un de ses élèves à Rashi qui raconte cette histoire. Il raconte qu'un jour, Rashi tombe sur un livre qui s'appelle le Marzor Tefila. Attention, le Marzor Tefila, vous allez dire, bon, bah, c'est un sidour, quoi. À l'époque, il n'y a pas de livre. On est au Moyen-Âge. Okay, autant vous dire que les livres, ils ne sont pas imprimables encore. À l'époque, ce qu'on a, c'est littéralement, ça peut être des parchemins, ou en tout cas, l'imprimerie ne marche pas. Donc à l'époque, qu'est-ce qui se passe dans la ville, dans la communauté? Il y a un livre de prière. Un. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Le Chazan, c'est lui qui fait la tfila, et tout le monde répète après lui. C'est comme ça à l'époque, la prière, elle se faisait ainsi. En tout cas, Rashi, à cette époque-là, il attrape ce marzor de tfila et il regarde que dedans a été marqué beaucoup de halachot, ainsi que des coutumes de la ville dans laquelle ils sont aujourd'hui à Troyes. Et il s'aperçoit que là-bas, ils prennent une coutume qui est celle de faire la bénédiction sur le prélèvement de la chala, qui a été ordonné que la veille de Pessah, on fasse la frachatral et qu'on la donne à un jeune Kohen de la communauté pour qu'il puisse la manger. Rashi dit, mais d'où vient cette coutume-là? Et on lui dit, ça vient de Worms et de Mayens. Autant vous dire, Rashi, normalement, il aurait dû dire, bon, bah écoutez, ok, je m'en vais, je comprends, je me plie. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Il n'y a aucun fondement à cette coutume, c'est une coutume complètement erronée et je demande à l'enlever. Ça va faire un bruit énorme, ok? Beaucoup de lettres ont été retrouvées, d'ailleurs, de disputations entre les rabbins qui se situaient donc dans la ville de Troyes et les autres qui disaient, mais ce gamin-là, il est extraordinaire, mais d'un autre côté, il a des idées un peu folles, il faudrait essayer de calmer ses ardeurs. Et Rashi disait, ok, je ne reviendrai jamais sur ma position. Quand bien même qu'on sait que Rashi est revenu beaucoup de fois sur sa position. Mais quand il revenait de lui-même. Ça prouve d'abord l'humilité, mais ça prouve aussi ce qu'on appelle finalement la profondeur de quelqu'un qui recherche le Hémet. Rashi n'avait aucun ego. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais vous montrer un pirouche. Tiens, tu peux me passer le micro de Gadolot? Je vais vous montrer un pirouche. Rashi était réputé pour sa hanava, pour celui qui a un petit peu écouté, mais celui-ci, il est quand même assez impressionnant. Moi, ce que j'aimerais vous faire voir, c'est un pirouche qui est marqué dans la paracha de Vayeshev, okay, par son petit-fils, qui était le pirouche du Rashbam. Dans tous les Mikraot Gedolot du monde, vous avez le pirouche du Rashbam. Et dans la paracha de Vayeshev, au deuxième verset de cette même paracha-là, il y a là-bas son petit-fils qui s'adresse. Et je vous cite les mots, attention, là, ce n'est pas une histoire que je vous raconte qui peut être peut-être transformée. Le petit-fils de Rashi qui dit, c'est donc le deuxième verset, c'est pour celui qui le veut dans la vidéo, c'est chapitre 37, verset 2. Et là-bas, il est marqué sur Ele Toledot Yarakov. Alors,
il est un petit peu long dans la préface, mais il dit Ve'af ani Shmuel ben Rabbi Meir Chatano Zatzal. Mais moi aussi, Shmuel, fils de Meir, son gendre, en parlant de qui? De Rashi. Donc je suis le petit-fils de Rashi. Nidvakarti imo. Je me suis disputé avec lui. Avec qui lui? Avec mon grand-père Rashi. Ok? Et Oulefanav, et devant lui. Donc il dit, c'est le petit-fils, je me suis disputé devant lui. Véro Dali. Et il a reconnu qu'il avait tort. Ouais. Chez Ilou, écoutez bien ce qu'il dit, c'est osé. Chez Ilou Ayalo Pnaï, vous savez ce qu'il m'a dit mon grand-père à moi? Que s'il avait eu seulement le temps, il aurait dû changer et faire d'autres pirushim sur la Torah. La asot pirushim acherim les filles apashtout amitradeshim bechol yom, parce qu'il disait Rashi, je me suis rendu compte de beaucoup de choses dont j'aurais aimé encore changer. Je rappelle aussi le fait que le pirouche à Torah de Rashi, donc le commentaire de Rashi sur la Torah, il l'a fait 3 fois. La première fois, il dit c'est trop long, c'est pas possible, rien que pour étudier ça, ça va être de la folie. Donc qu'est-ce qu'il a fait après? Il a changé. Il en a fait un pirouche beaucoup plus petit. Mais après, il s'est aperçu que c'était trop court. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait une 3e fois son pirouche. Donc en fait, le pirouche qu'on a de Rashi aujourd'hui, c'est déjà un travail de toute, vous entendez, toute la Torah, à part Ezra, Nehemia, si je ne me trompe pas aussi, le livre de Daniel, ainsi que le livre de Divrei Hayamim, le livre des chroniques, ok, dans lesquels là-bas, certains disent que ce n'est pas Rashi qui l'a fait. Bien qu'il y a là-bas le commentaire de Rashi, certains disent que ce n'est pas Rashi. Pourquoi? Parce que là-bas, il est marqué plusieurs fois, ouais, Vekach mefaresh Rashi. Ainsi, là-bas, Rashi, il explique. Mais ça laisse vous dire la manière dont son petit-fils parle, que Rashi, c'était celui qui... Il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas « je suis ton grand-père, tu ne me parles pas comme ça, je suis ton rab ». Non, pour lui, l'ema'an à émet. On recherche une chose, on recherche la vérité. Ouais. Alors, juste pour finir un petit peu, ce que j'aurais aimé juste continuer un petit peu sur Rashi, c'est d'expliquer un petit peu que le premier livre qui va être édité, d'accord? La première fois où on édite un livre en hébreu, c'est dans une ville au nom très italien, dont je n'ai pas pu retenir, tu m'excuseras Roland, ok? Mais apparemment dans le sud de l'Italie, c'est la première fois où là-bas, on fait sortir à l'édition donc un livre. Attention, je ne parle pas de la première Bible, ok, qui elle était traduite, mais je parle de la Bible en hébreu, la première qui sort. Elle sort, si je ne me trompe pas, en l'année 1465, d'accord? Et là-bas, la première fois que le Chumash sort, il sort avec le pirouche de Rashi. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que jamais la Torah n'aura vu le jour sans Rashi. C'est complètement dingue quand on y pense un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de livre de Torah imprimé sans Rashi. Pour vous dire, le premier livre de Torah, il a été inscrit avec Rashi. Et même plus tard, la première maison d'édition, cette fois juive, ok, pas juste une édition qui était en hébreu, mais cette fois-ci, une maison d'édition juive, c'était aussi des Italiens. Et là, ça va être en si je ne me trompe pas, donc en 1484, d'accord? Plus tard. Donc à peu près 19 ans plus tard, donc on est 19 ans plus tard, on fait sortir la première édition du Talmud, ok, en hébreu. Et la première édition du Talmud, je vous donne en mille, c'est avec quel commentaire? Celui de Rashi. Autrement dit, c'est-à-dire que Rashi, il y a une blague sur Rashi, ok? Dans les yeshivot, on dit, comment on sait que Rashi était un grand Talmid Chacham? C'est parce que lui n'avait pas Rashi pour pouvoir étudier la Gemara. Non, mais c'est tellement vrai. Ouais, c'est tellement vrai parce que aujourd'hui, quand vous étudiez la Gemara, c'est un petit peu j'ai envie de dire, c'est un peu le hard scroll d'aujourd'hui. C'est un petit peu la possibilité pour certains d'avoir une traduction, quelque chose qui l'aide. À l'époque, Rashi, c'est ça. Si tu n'as pas Rashi, tu ne peux pas étudier la Gemara. C'est impossible. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Rashi, il fait partie prenante. En fait, finalement, il y a un des versets qui dit que sur Rashi, un petit peu, un des enseignements de ses élèves, parce que tous ses élèves, comme par exemple le Mars Vitri, qui va être écrit par ses élèves, toute la Torah, tous les livres, il va écrire, il va faire une yeshiva Rashi, dont vont sortir tous les grands Talmidei Chachamim, ok, français. Mais d'où ils vont venir? Ils vont venir de Théman, ils viennent de Bavel, ils viennent d'Israël, ils viennent d'Allemagne, ils viennent d'Italie, ils viennent d'Espagne, ils viennent du monde entier pour aller venir étudier dans la fameuse yeshiva de Troyes qui était en France. Alors,
Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est qu'un jour, un élève va dire sur Rashi que finalement, quand tu étudies la Gemara, grâce à Rashi, quand tu étudies la Torah, tu n'es plus jamais seul. Pourquoi? Parce que tu étudies toujours avec Rashi. C'est pas juste tu étudies le commentaire, non, tu as toujours Rashi pour t'épauler. Et Rashi, il a une sorte de magie, ce qui est exceptionnel. Regardez bien ce qui se passe. Vous allez au Cheder, vous allez dans une école, n'importe laquelle. On va étudier le Chumash, on va demander aux enfants d'étudier le Chumash avec Rashi. Allez maintenant voir les plus grands rabbins du monde entier, les gens les plus assidus, ceux qui, ça fait 50 ans, étudient la Gemara et qui ont refait le chasse déjà des dizaines et des centaines de fois. Qu'est-ce qu'ils étudient? Rashi. Tu dis, mais attendez, c'est pas possible. Le même texte que tu as étudié quand tu étais bébé, ouais, tu réétudies le même texte. Rashi, il a fait une écriture qui s'adapte en fonction de l'âge de la personne et de sa compréhension des choses. C'est-à-dire que c'est ça qui est exceptionnel chez Rashi. On ne peut pas dire « Ah, Rashi, c'est compliqué ». Pourquoi? Rashi, c'est fait pour toi. Donc, c'est-à-dire que tu es 10 ans, tu es 20 ans, tu es 70 ans, qu'importe l'âge que tu as. Rashi, il y a toujours un message caché. C'est un petit peu comme si tu étudiais finalement une deuxième Torah. Rashi, à chaque fois qu'il vient expliquer, il dit une chose extraordinaire, c'est qu'il dit « Va'ani lo bati ela les faresh pshuto shel mikra ». Je suis venu seulement expliquer le sens le plus littéral de la Torah. Et ça, c'est Rashi, en fait, il avait une façon qui était surdouée. Personne n'est arrivé à faire ce que Rashi a fait. Incontestablement, dites-moi une personne. Alors, vous me parlez d'Halakha, il y a des milliers de livres d'Halakha. Vous pouvez me parler Aujourd'hui, on fait le compte, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Grossman, qui a étudié, qui a fait une grosse étude sur Rashi. Il dit que plus de 400 livres, depuis que Rashi est mort, plus de 400 livres ont été faits par des grands amis des Chachamim, seulement pour t'expliquer ce que Rashi disait. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. 400 livres ont été donnés pour nous expliquer ce qu'un gamin, en fait, est en train de lire déjà à l'école. Je ne sais pas si vous imaginez, 400 livres de la part, justement, d'un homme qui, incontestablement, personne, et d'ailleurs, comme ils disent à l'époque, les gens n'ont jamais voulu faire le travail de Rashi parce que jamais personne n'aura réussi à faire ce que Rashi a fait. Même si aujourd'hui on a des commentaires, c'est pas des commentaires de la Gemara, c'est des traducteurs. Ça sera jamais. En fait, si aujourd'hui vous prenez les Gemarot Art Scroll ou prenez la Gemara, comment elle s'appelle du Stenzal, et ainsi de suite, toute leur explication elle est basée sur un fondement. Essentiellement quoi? La compréhension de Rashi. Et si peut-être il y a une autre explication à donner, c'est celle qui a de l'autre côté de la page, c'est-à-dire c'est les Balei HaTosfot. Vous avez déjà vu la Gemara, comment elle est faite, mesdames, ok? Vous avez tout simplement les pages de Gemara, donc, ok? Et à l'intérieur, vous avez le pirouge de Rashi. Très souvent, on expliquait pourquoi vous avez le pirouge de Rashi qui est à l'intérieur de la page. On craignait que les mythes à l'époque mangent les livres. Et donc, pour protéger le commentaire le plus essentiel, on le mettait au fond, c'est-à-dire Rashi. Donc, Rashi est toujours sur l'extrême intérieur. Alors que les Baalei Tosafistes, quant à eux, ok, eux étaient autour, donc sur le côté plutôt extérieur. Donc, encore une fois, ça prouve combien le pirouge de Rashi, non pas est important, mais il est essentiel même à la compréhension de toute la Torah entière. Lorsque Rashi arrive à un moment donné de sa vie qui va être très triste, parce que sa yeshiva, elle va augmenter de beaucoup de personnes, mais ça va être la fameuse Gzera de ce qu'on appelait à l'époque la Gzera Tatnav. C'est en fonction des années qui, dans ces années-là du Moyen-Âge, il y a eu la première croisade des croisés. À l'époque, c'était le premier apifiore qui avait donc un impact et il demandait à ce qu'on aille massacrer les non-croyants qui se trouvaient à Jérusalem. Donc on fait là-bas partir, on fait part des musulmans, okay, les premiers musulmans qui sont à Jérusalem, et donc les chrétiens décident de partir à partir de la France, traversant l'Europe tout entière, et rejoindre ensuite comment on appelle ça, l'Empire ottoman, et pour arriver là-bas, enfin l'Empire ottoman, ce qui était en tout cas, et d'arriver en Israël, et là-bas de massacrer ceux qui étaient non-croyants. Mais ils n'ont pas dit on va prendre un bateau et on va partir du port de Marseille et on va arriver tranquillement. Non, ils ont dit on va passer par les communautés. Pourquoi? Parce qu'en passant par les communautés, il y aura aussi d'autres personnes qui ne sont pas croyantes, notamment comme qui? Les communautés juives. C'est comme ça que la ville de Worms,
ainsi que la ville de Mayence a été détruite à plus de 95%. Tous les plus grands Talmidei Chachamim sont morts, lorsque la première croisade passera par là. Autant vous dire, tous les rabbins, tous les amis, énormément d'écrits, des textes, notamment aussi de ces rabbins-là, des Rashi, ont été perdus. C'est là où Rashi décide absolument de faire un travail acharné, justement, pour pouvoir revenir et remettre au goût du jour un petit peu cette Torah. C'est une sorte de Shoah qui venait de passer à cette époque-là. Et donc Rashi va accueillir tous ses élèves, ils vont faire la yeshiva de Troyes. Lui-même, il va être beaucoup dérangé par ces décrets-là à l'époque. Certains disent qu'il était viticulteur, c'est pas du tout évident. Certains disent que dans la ville de Rachi, il y avait des... Comment on appelle ça, on parle souvent aussi que il travaillait donc dans la vigne, et notamment, bon, et ça c'est d'autres bruits de couloir, mais ça j'ai même pas envie encore d'en parler, puisque ça serait déjà amener peut-être des soupçons qu'il y en a pas, où il n'y a pas lieu d'être. Quoi qu'il en soit, je finis avec le fait de vous dire que quand Rachi s'en va de Troyes, il est à peine âgé de 65 ans. Il meurt à 65 ans. Il meurt, autant vous dire, très très tôt, pour un homme qui a tellement donné, qui a changé finalement la face de toute la Torah entière. C'est une sorte de deuxième Moïse, quelque part finalement Rachi, qui nous a permis d'avoir ce qu'on a. Aujourd'hui, il y aurait énormément de choses à dire encore sur Rachi, mais si on doit retenir une chose, pour prendre quelque part ses midotes et ses traits de caractère qu'il nous a donnés, c'était littéralement son émet et sa anava, son humilité, contre toute attente, même n'importe qui pouvait s'opposer à lui. Il l'avait comme ça lui-même, le fait de devoir s'opposer quand il savait qu'une chose n'était pas vraie. Et une autre chose, c'était quoi? C'était aussi l'humilité, justement pour aboutir à cela. Donc que Dieu fasse Be'ezrat Hashem. On lui a rendu un petit peu hommage à travers cela, mais je pense que le plus grand hommage qu'on peut faire à Rachi, tout simplement, c'est d'étudier avec lui tous les jours, en étudiant la Torah, en étudiant la Gemara, et de faire en sorte que Be'ezrat Hashem, on arrive à une très rapide Géoula bientôt. Amen. Keni Ratzon.